Alors, vous mettez en pause et vous faites l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, tac, tac, tac. Voilà. Alors, bon. Alors, déterminer les valeurs du travail de la force Rn, de la force F et du poids P le long du trajet AB. Donc, ces forces se déplacent de A à B. Il faut déterminer le travail. Alors, on y va. Donc, le travail de Rn. Alors, on écrit. Alors, le travail le long du trajet AB de la force Rn. Alors, on fait un petit schéma. Donc, qui montre le vecteur déplacement. Donc voilà, A, B, c'est le trajet AB. La force Rn est perpendiculaire. La force Rn est perpendiculaire à AB. Voilà, et on sait que quand la force est perpendiculaire au déplacement, le travail est nul. Donc on met 0, et puis pour justifier, car, c'est pas la peine de mettre toute la formule dans ce cas-là. 0, donc car Rn perpendiculaire à AB. Voilà, c'est pas la peine de mettre la formule. Voilà pour le premier. Alors le deuxième, le travail de la force de frottement F. Donc travail entre le long du trajet AB de la force de frottement F. Alors on fait pareil, le petit schéma. Donc le vecteur déplacement, donc A, B, donc c'est le vecteur AB. Et la force, elle est opposée au déplacement. Voilà, comme ça. Force F, AB. Et bien donc on sait que dans ce cas-là, eh bien il faut faire le produit des normes avec un signe moins, parce que le cos, le cosinus, l'angle ici entre les deux vecteurs c'est 180 degrés. Mais c'est pas la peine de le mettre. Vous mettez donc moins F fois AB. Voilà. Et donc moins, alors la valeur de F c'est 1,1. AB 7,5 mètres. Pour ça j'ai fait le calcul. Donc ça fait moins 8,3 joules. Voilà. Donc ça veut dire que le signe moins, ça veut dire que cette force fait perdre, a tendance à faire perdre de l'énergie au corps qui se déplace. Enfin, donc le travail donc, du poids, c'est ça, travail du poids le long de trajet AB. Voilà. Alors, on fait les schémas. Donc, vecteur déplacement. Donc, A, B, vecteur AB. On dessine le poids. Le poids est comme ça. P. Voilà. Donc, ici, c'est l'angle dont j'ai besoin, alpha. Donc, on écrit. Donc, ça fait donc P fois AB fois cosinus alpha. Alors les valeurs, donc P 4,1 newton, AB 7,5 on a dit, et cosinus alpha. Alors attention, il faut bien évidemment pas prendre 37, sinon c'est faux, d'accord. L'angle alpha, voilà, là ici on a 37 degrés, on a 37 degrés. Voilà, donc sur le schéma, sur le schéma ça donne quoi? Il ne faut pas prendre l'angle alpha là, ici, il faut prendre cet angle-là sur l'écran. Donc cet angle-là, combien vaut-il? Eh bien, on a un triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est 180, un triangle, c'est 180, la somme des angles. Ici, on a 90, donc ça veut dire que la somme de ces deux angles fait 90. Donc celui-là, cet angle-là, fait 90 moins 37. Donc 90 moins 30, 60, moins 7, 53. 53 degrés. Alors ça, j'ai dû faire le calcul. Oui, ça fait 19 joules. Voilà. Bon, alors, on reprend. Donc ça ici, ça... Voilà, on reprend. Donc ça, c'est fait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh bien... Dans les exemples qu'on vient de voir, si je reprends ça, voilà, dans les exemples qu'on a vus, vous voyez, le déplacement, il est rectiligne.
mais la force, elle se dépasse pas forcément d'une façon rectiligne. Et donc quand le trajet n'est pas rectiligne, mais une courbe, eh bien comment on fait pour calculer le travail d'une force? Voilà. Alors travail d'une force et trajet non rectiligne, voilà, pour que ce soit concret, cet exemple-là. Donc on lance un ballon de là à là. Hein. Le ballon, il a un poids, hein, donc le vecteur poids se déplace, donc il travaille. Et le ballon, l'air frotte sur le ballon, donc il y a une force de frottement ici. Et là, d'ailleurs, comment s'appelle, la direction de la force varie. Voilà, donc comme dans ces cas-là, quand on a une courbe, comment on fait pour calculer le travail d'une force? Alors déjà, la notation, comment on note ça, hein? Alors, notation du travail, eh bien, on note ça comme ça. Alors, par exemple, le travail de la force AF, eh bien, c'est le long d'une courbe. Hein. Donc, travail le long de la force AF, le long de la courbe AB. Bon, à une certaine valeur. Pareil pour le poids. Hein, on met le poids ici. Voilà. Alors, donc ça, c'est pas simple quand on a une courbe. Hein, quand le point d'application de la force fait une courbe, c'est pas simple. Alors, donc, il y a un cas où c'est facile. Mais ce sont des forces particulières qu'on nomme forces conservatives, donc je vais en parler. Alors par exemple, le poids est une force conservative, donc là c'est très facile de calculer le travail. Ce travail-là, c'est très facile. En revanche, là c'est plus compliqué, parce que le F n'est pas une force conservative, et ça ne sera pas au programme de toute façon. D'accord? Ce qui est au programme, c'est les forces conservatives. Donc, je vais parler, donc voilà maintenant, comment calculer ce cas-là, quand on a une courbe. Alors je vais définir les forces conservatives. Alors force conservative, donc il y a deux définitions. Il y a une première définition qui est intuitive. Il y a le mot conservation. Eh bien ce sont des forces, quand elles travaillent, quand elles se déplacent, les forces conservatives, elles ne modifient pas l'énergie du corps. L'énergie du corps reste constante. Hein, ces forces, quand elles travaillent, elles conservent l'énergie mécanique du corps. Donc c'est pas à savoir hein, par cœur. Hein. Donc force qui ne modifie pas l'énergie mécanique d'un corps en mouvement, d'où le nom force conservative. Voilà, ça c'est la première définition. Et une deuxième définition, à ces forces-là est associée une énergie potentielle. Donc voilà, donc force, deuxième définition, force qui est associée à une énergie potentielle. Donc deux exemples. Le poids P, donc le P c'est une force conservative, eh bien il existe l'énergie potentielle de pesanteur. La force électrique est une force conservative. Il existe une énergie potentielle électrique. Voilà. Alors donc P et Fe, ce sont des forces conservatives. Hein. Donc ça, il faut le savoir, ça en rouge par contre. Hein. Donc surtout le poids. Hein. Donc voilà, hein. Le poids P, la force électrique sont des forces conservatives. Alors maintenant, donc en quoi ça va nous être utile pour calculer le travail du poids? Eh bien, ces forces conservatives ont une propriété. Donc je vais parler de ça hein, maintenant, les propriétés de la force conservative. Eh bien ce sont des forces dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc je l'ai écrit, on lit, hein, le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin suivi, il ne dépend que de ses positions initiales et finales. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le poids, c'est une force conservative, voilà, il se déplace le long de la courbe bleue, là. Eh bien, donc il travaille puisqu'il se déplace, eh bien le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, c'est-à-dire que si on calcule le travail du poids entre là et là, on va trouver une valeur. Mais si le chemin, ça avait été ça, comme ça, là, je dessine, là, tac, comme ça, eh bien on aurait trouvé la même valeur. Hein, si le chemin, ça avait été ça, comme ça, hop, on aurait trouvé la même valeur, parce que le travail ne dépend que de la position du point A, de départ, et la position du point B, d'arrivée. Voilà, c'est ce qui est écrit là. Donc du coup, on peut choisir notre chemin. À partir du moment où on a le point de départ et le point d'arrivée, on peut choisir notre chemin. Donc du coup, on va prendre un chemin simple. On va prendre, alors ça c'est ce qu'on cherche, hein, voilà, c'est ce qu'on cherche. Eh bien, on va prendre le chemin direct. Voilà, on va prendre le segment. Voilà, parce que ça, c'est simple, on sait faire. Ça, on se ramène à la définition d'avant. D'accord. Donc le travail du poids le long de la courbe, eh bien c'est égal au travail du poids le long du segment AB. Voilà, donc on écrit ça comme ça, AB. Ça c'est le segment AB. Voilà, et ça on sait faire, puisque dans l'exercice c'est ce qu'on avait fait. Voilà. Alors, une remarque maintenant. Ah oui, alors donc, quand même, donc pour calculer le travail d'une force conservative, on choisit toujours le chemin direct, c'est-à-dire le segment. Voilà, ça, il faut s'en souvenir.
Alors, petite remarque sur le travail du poids, parce que le poids, il est souvent là, dans les forces, donc on a souvent besoin de calculer. Donc, on peut le calculer comme on l'a fait dans l'exercice. Mais il y a une deuxième formule. Alors, je ne fais pas la démonstration. Si vous voulez la démonstration, il faut voir l'autre vidéo qui est un peu plus complète. Là, je vous donne le résultat. Hein. Donc, il faut apprendre cette expression du travail du poids. Donc, la formule que je mets, c'est que pour le poids. Hein. Donc, la voici. Alors, donc ça, bon, donc le travail du poids le long d'une courbe, c'est égal au travail du poids le long d'un segment. Et voilà l'expression. Donc, c'est, voilà, ça, on apprend. C'est mg, ZA moins ZB. Donc, M, la masse en kilogrammes, G, l'intensité de la pesanteur, et ZA et ZB, ce sont les altitudes du point A et l'altitude du point B. Hein. Donc, voilà. Donc, on met les unités, masse en kilogrammes. ZA, donc voilà, on a un axe des altitudes. Eh bien, le point A, il est ici, il a une certaine altitude ZA. Le point B, il a une certaine altitude ZB. Voilà, voilà, et c'est en mètres. Donc ZA représente l'altitude en mètres. Voilà. Donc selon les données, on utilise cette formule-là. Et bien sûr, l'autre formule est toujours valable. Hein. Je crois que je l'ai mis. Voilà, l'autre formule qu'on a vue, hein, si on vous donne l'angle alpha par exemple, eh bien cette formule reste valable. Hein. Si vous avez l'angle alpha, et bien à ce moment-là, bah, vous écrivez hein, ce qu'on a fait dans l'exercice, hein, PAB cosinus alpha. Voilà. Et si vous n'avez pas l'angle alpha, mais que vous avez l'altitude de Z et l'altitude de B, bah, vous prenez cette formule-là. Hein, c'est selon le cas. Et bien vous mettez en pause et vous faites l'exercice 2. Donc l'exercice 2, le voici. Hein. Exercice 2. Alors, suite de l'exercice 1, déterminer le travail du poids le long du trajet AB, mais cette fois sans utiliser l'angle alpha. Donc ça veut dire qu'on utilise l'autre formule, donc on l'écrit. WAB du poids, c'est égal à mg. Alors j'ai oublié de préciser hein, dans cette formule, voyez, on écrit la première lettre ici, et bien ça va correspondre à la première altitude, d'accord? Première lettre, première altitude, donc ZA, hein, ça j'ai oublié de le préciser dans le cours. Première lettre écrite, deuxième altitude, ZB. Voilà. Alors, ouais, sauf qu'on n'a pas M, on a P, hein, donc P égale mg, hein, donc on va mettre P fois... Ah oui, puis autre remarque, regardez, je me suis trompé d'ailleurs, vous voyez, les altitudes, elles ne sont pas notées Z, hein, les altitudes, en général on les note Z, mais on peut la noter Y. Hein. Donc ici, on va mettre YK et YB. Donc YK moins YB. Alors, on met les valeurs. Alors, P c'est 4,1. YA, alors YK, bah, c'est 4,5, hein, 4,5 mètres. Moins YB c'est celui-là, bah, c'est 0. Donc ça fait 4,1, ça je l'ai fait aussi. Voilà, c'est là. Ça fait 19 joules. Donc comme avant, on avait trouvé 19 joules, ouais, c'est ça. On avait trouvé 19 joules. Voilà. Eh bien, on reprend le cours. Tac. Tac. Voilà, ça c'est fait. Alors, hop. Alors, bon, alors maintenant, pourquoi on a vu tout ça, on a vu comment calculer le travail d'une force, etc., etc. Mais pourquoi on fait ça? Eh bien, l'objectif, par exemple, l'objectif peut être le suivant. On met, mettons, allez, 300 ml d'essence dans une voiture. Cette voiture est au pied d'un col. Et la question est la suivante. Est-ce qu'avec ces 300 ml d'essence, la voiture va pouvoir monter en haut du col et avec une vitesse, mettons, de 50 km/h. Voilà, donc ça, c'est typiquement le problème les exercices qu'on peut faire, les problèmes qu'on peut résoudre avec cette leçon. Mais alors pour ça, il faut connaître l'énergie du corps. Et pour connaître l'énergie du corps, eh bien, il y a deux formules qui nous permettent de connaître l'énergie du corps. Et ces formules, elles sont liées au travail hein, d'une force, aux travaux des forces. Donc, alors il y en a un que vous connaissez, hein, c'est le théorème de l'énergie cinétique que vous avez vu l'an dernier, et il y en a un nouveau, c'est le théorème de l'énergie mécanique. Donc je rappelle celui de l'an dernier, théorème de l'énergie cinétique, on met la petite phrase. La variation d'énergie cinétique d'un système, d'un corps, est égale à la somme des travaux des forces appliquées au système. Voilà. Et voilà la formule.
Donc énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale est égale à la somme des travaux des forces appliquées au système le long du trajet effectué par le système. Donc voilà, donc ça sert à ça. Donc en calculant le travail de chaque force qui est exercée sur le corps, eh bien on peut avoir on peut connaître la variation d'énergie cinétique. Bon, alors ce qui se passe, c'est que ce théorème, il est un peu incomplet, parce que ce qui est important dans l'exercice que je viens de vous dire, avec la voiture qui montait en haut du col, on a besoin de connaître l'énergie du corps. Mais l'énergie du corps, c'est l'énergie mécanique, c'est l'énergie totale. C'est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et là, on n'a que la variation d'énergie cinétique. Donc, ça serait mieux d'avoir la variation d'énergie mécanique. Donc, du coup, deuxième théorème, le théorème de l'énergie mécanique. Alors, on verra dans quel cas on utilise l'un et dans quel cas on utilise l'autre. Alors, théorème de l'énergie mécanique. Alors, on lit et puis on écrit la formule et on discute. Alors, la variation d'énergie mécanique d'un système est égale à la somme des travaux des forces, alors, non conservatives, appliquées au système. Donc, la formule donne ça. Voilà. Donc c'est l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale, vous voyez il y a M, ici il y a C, est égale à la somme des travaux des forces extérieures, mais là c'est seulement les forces non conservatives. Ici c'est toutes les forces non conservatives et conservatives. Le poids par exemple, c'est une force conservative, il faudrait calculer son travail là. Alors ce théorème il est mieux pour deux raisons. La première raison c'est qu'on a dans les problèmes, on a besoin de l'énergie du corps, pas seulement d'énergie cinétique. Là, il manque l'énergie potentielle, si vous voulez. On a besoin d'énergie pour faire des études, pour résoudre des problèmes. On a besoin de l'énergie mécanique. Donc ça, c'est bien. Et puis, deuxième avantage, là, eh bien, vous voyez, on calcule les travaux des forces appliquées, mais seulement pour les forces non conservatives. Le travail des forces conservatives, on ne les calcule pas. Donc, on a moins de calcul de travail de force à faire ici que là. Voilà. Donc ça, c'est mieux. Alors, pourquoi les forces conservatives ont-elles disparu? Parce qu'en fait, elles sont comprises là-dedans. Le travail des forces conservatives est compris dans l'énergie potentielle, en fait. C'est pour ça. Voilà. Alors, donc maintenant, on va voir un cas. Donc, on va faire deux exemples après, mais juste avant, on va voir un cas important. C'est le cas où le système ne subit pas de forces non conservatives, où les forces non conservatives ne travaillent pas. Donc s'il n'y a pas de force conservative, il n'y a pas de travail, donc ça fait 0. Ou si les forces non conservatives ne travaillent pas, par exemple la réaction d'un support, c'est perpendiculaire à l'axe, donc la réaction du support ne travaille pas, par exemple, quand un corps glisse sur un support. Eh bien ça fait 0. Donc il y a un cas où, voilà, donc si ça fait 0, donc ça veut dire que EM final moins EM initial égale 0. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de variation d'énergie mécanique. Donc ça veut dire que l'énergie mécanique est constante. Voilà, ça c'est un cas important qu'on va étudier maintenant. Donc le cas où l'énergie mécanique est constante. Cas d'un mouvement où l'énergie mécanique du système est constante. Donc on écrit EM égale constante. Voilà. Mais EM c'est EC plus EP. C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, et c'est constant. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe là. Si l'énergie cinétique augmente, eh bien forcément, ça veut dire que l'énergie potentielle diminue pour trouver une constante. Voilà, et réciproquement. Donc, on retiendra ça. Donc, si EM égale constante, quand l'énergie cinétique diminue, alors EP augmente, et réciproquement, on dit qu'il y a un transfert d'énergie cinétique en énergie potentielle. Alors, donc ça, c'est assez logique si vous voulez regarder. Si je laisse le stylo comme ça, je laisse le stylo, donc sa vitesse est nulle ici, et puis sa vitesse augmente. Donc dans le mouvement, la vitesse du stylo augmente, donc l'énergie cinétique augmente. Mais son altitude diminue, donc l'énergie potentielle diminue. Donc ça traduit bien ça, parce que mon stylo, là, donc il n'est soumis qu'à une force conservative, il n'y a pas de force non conservative. Donc si on applique le théorème de l'énergie mécanique, on va trouver EM final moins EM initial égale 0, donc EM égale constante. Mais bon, on va faire un exercice. Ça sera plus concret. Alors, résolution d'exercice. Donc vous avez vu, il y a deux théorèmes à utiliser. Alors, vous utilisez toujours le théorème de l'énergie mécanique en premier. Voilà, ça, parce qu'il est mieux, pour les raisons dont j'ai parlé. Appliquer le théorème de l'énergie mécanique en premier. Alors, il y a un cas où on ne peut pas l'utiliser. C'est le cas où il y a la force électrique.
Parce que si on utilise, voilà, je vais montrer ici, si on utilise le théorème de l'énergie mécanique quand il y a une force électrique, eh bien, il va falloir écrire, il va falloir calculer l'énergie potentielle électrique. Voilà, parce que la force électrique, c'est une force conservative. Et on ne connaît pas son expression, c'est pas au programme. Donc là, on ne peut pas. Donc si la force électrique est présente, eh bien c'est celui-là que vous utilisez, le théorème de l'énergie cinétique. Voilà, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc 1, appliquez toujours le théorème de l'énergie mécanique, sauf si la force électrique est présente, vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique. Bon, alors on fait 2 petits exercices de cours, et puis après l'application. Alors exercice 1. Alors, on a une bille qu'on lance comme ça, hop, et puis c'est avec une certaine vitesse, et elle frappe le sol. Voilà. Et en frappant le sol, quand elle frappe le sol à une certaine vitesse. Donc cette vitesse, ben, c'est VB, et on cherche l'expression de la vitesse VB ben, en fonction des données. D'accord? Pas de frottement. Bon, ben, théorème de l'énergie mécanique. Donc du coup, il y a un plan. Hein. Donc c'est un peu le même plan qu'avec la deuxième loi de Newton. Hein. Système, référentiel, bilan des forces. Hein. Et ensuite, théorème de l'énergie mécanique. Alors système bille, bilan des forces. Alors référentiel terrestre galiléen, bilan des forces. Le poids, c'est une force conservative, hein, voilà, on le précise, et c'est tout, hein, puisqu'on néglige les frottements. On écrit le théorème de l'énergie mécanique, donc énergie mécanique finale, donc EMB moins EMA, égale somme des travaux des forces extérieures le long de la courbe AB. Voilà. EMB moins EMA, et bien, somme des travaux des forces extérieures non conservatives, hein, puisque c'est le théorème de l'énergie mécanique, hein, non conservative, le long de la courbe AB. Bon, eh bien, moi, j'ai que des forces conservatives, hein, il n'y a pas de force non conservative, donc là, je vais trouver 0. Donc, EMB moins EMA égale 0. Donc, ça veut dire que EMB égale EMA. Voilà. Alors, maintenant, je mets l'expression de EM. EM, c'est EC plus EPP. D'accord? Donc, en B et en A. Voilà. EC plus EPP en B, EC plus EPP en A. Et maintenant, je mets chaque expression. EC, c'est 1,5 de MV2, hein, et EPP, c'est MGZ. Donc, je fais ça en B et en A. Voilà. 1,5 de MV2 en B, MGZ en B, 1,5 de MVA en A. Alors, au point A, la vitesse, elle n'est pas notée VA, mais elle est notée V0. Et MGZA, sauf que c'est pas noté ZA, c'est noté Z0, MGZ0. Bon, alors ça, voilà, faudra toujours écrire ça, Et ensuite, il y a toujours des trucs qui simplifient. Donc on écrit ce qui simplifie. Alors je vois qu'ici j'ai M, donc je peux mettre M en facteur à gauche, M en facteur à droite, hein, où je divise tout par M, donc bref, les M s'en vont, paf. Alors VB c'est ce que je cherche, ZB, alors regardons, ZB, eh bien ZB ça vaut 0, donc là on écrit 0, hop, V0 n'est pas nul, et puis Z0 n'est pas nul, donc ça on laisse. Donc on met un petit peu d'ordre, donc voilà, donc ça donne ça, hein. Il n'y a plus les M et il n'y a plus ZB, ça donne ça. Bon, et bien maintenant ce que je vais faire, je vais tout multiplier par 2. Hein, je multiplie tout par 2, hein, je fais passer 2 ici. Donc là, les 2 vont s'en aller, mais attention, ici il y a un 2, hein, ne pas l'oublier. Hein. Donc ça fait VB carré égale, voilà, ça donne ça. Hein, faites attention aux 2, hein, on multiplie par 2 à gauche, et tout ça, hein, ici on multiplie par 2 et ici on multiplie par 2. Et maintenant je prends la racine carrée. Voilà. Vous voyez, c'était assez facile de trouver ça. Ça, on peut le résoudre aussi, on peut trouver la même chose en faisant une étude avec la deuxième loi de Newton, hein, la dynamique, avec la deuxième loi de Newton, mais ça aurait été beaucoup plus long, hein, ça aurait été très très long de faire ça. Hein, on peut le faire, tandis que là, c'est rapide. Voyez. Bon, voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, alors voilà, donc ça, c'est assez classique, et voilà, il faut retenir un peu tout ça. D'accord, hein. Voilà, deuxième exercice. Alors, on a un électron qui entre dans les armatures d'un condensateur, ici, avec une vitesse quasi nulle, la vitesse, voilà. Entre les armatures règne un champ électrique, d'accord, voilà la valeur. On néglige le poids d'électrons, les frottements. Sur le schéma, tracer le vecteur champ électrique, sans échelle. Bon, ben, le vecteur champ électrique, il est orienté vers les potentiels décroissants, donc une flèche horizontale vers la gauche. Voilà, flèche horizontale vers la gauche. Ok, ça c'est fait. Alors ensuite, on donne l'expression suivante, E égale U sur D, donc on vous dit ce que c'est que E, D et U, donc E c'est le champ électrique, D c'est la distance ici entre les armatures, U c'est la tension bande des plaques, très bien. Et il faut montrer que
la vitesse de l'électron ici, ça vaut ça. Alors l'électron, oui, c'est logique, hein, regardez, il est chargé négativement, sa vitesse est nulle, il va être attiré par les charges positives ici, hein, donc il va subir une force électrique, hein, et puis en plus de ça, il va être repoussé par les charges négatives. Donc il va subir une force électrique, et sa vitesse va augmenter, et il va y avoir une certaine vitesse en B qui est égale à ça. Il faut retrouver ça. Bon, il faut appliquer les théorèmes dont j'ai parlé. On y va. Donc, système, alors système électron, référentiel terrestre galiléen, bilan des forces. Eh bien, c'est la force électrique. Alors là, je ne peux pas utiliser le théorème de l'énergie mécanique, hein, donc comme la force électrique, donc le théorème de l'énergie cinétique. Donc EC final, ECB moins ECA est égal à la somme des travaux des forces, toutes les forces. Oui, alors là j'ai dessiné la force électrique, oui, très bien. Voilà, hein, j'ai dessiné la force électrique entre le début et la fin. Voilà, on écrit le théorème. Alors, donc du coup, il n'y a qu'une seule force, hein, donc ça va faire le travail de la force FE le long de AB, donc on le met, hein, on l'écrit ici. Voilà, et il faut calculer ce travail. Alors, on met les petites flèches, le vecteur déplacement et le vecteur force, voilà, ici. Le vecteur déplacement et le vecteur force sont collinéaires, hein, l'angle alpha est nul, si vous voulez. Donc du coup, le travail, c'est le produit des normes, hein, donc ça fait FE fois B. Voilà. Alors, FE fois D, donc, hein, FE fois D. Hein. Alors, voyons, on revient un petit peu avant. Regardez. Ah oui, non, excusez-moi. FE fois D. Pardon, voilà. Alors, FE, la force électrique, c'est QE, hein, d'accord, hein, valeur absolue. Hein, la norme de FE, c'est valeur absolue de Q fois le champ électrique E. Et valeur absolue de Q, c'est la lettre petit e, hein, qui vaut 1,6 10 - 19 coulombs. Donc ça fait petit e fois grand E fois, et AB c'est D. D'accord. Voilà, petit e fois grand E, AB c'est D. Alors E fois petit d, alors regardez ce que ça fait. Grand E fois petit d, voilà, grand E fois petit d, ça fait U. Hein, U égale ED. Donc à la place de mettre E fois D, je vais mettre U. Voilà. Donc ici, je mets U. Donc ça fait EU. Voilà. Donc en gros, j'ai ça qui est égal à ça. D'accord. Et l'énergie cinétique, c'est 1,5 de M, 1,5 de MV2, donc en B et en A. Donc je l'écris. Voilà. 1,5 de MV2 en B, 1,5 de MV2 en bas, en A et EU. Alors maintenant, je regarde ce que je peux simplifier. Donc VB, c'est ce que je cherche. VA, c'est égal à 0. Voilà. Donc là, je peux pas rayer les masses, hein, d'accord. Donc du coup, ça égale ça. Hein, donc voilà, je le mets bien. Voilà. Donc du coup, je multiplie, donc il faut que je isole VB, je multiplie par 2, je divise par M, et je prends la racine carrée. Alors je ne sais pas si j'ai fait une étape, non, je n'ai pas fait d'étape. Hein, d'accord, hein, donc je multiplie par 2, hein, pour enlever le 2 en bas. Je divise par M et je prends la racine carrée. Donc ça fait 2EU sur M et racine carrée. Voilà. Voilà. Alors, donc vous allez faire l'exercice 3. Donc, voilà, vous mettez en pause, vous faites l'exercice 3 qui est là. Ça, je mets ça là. Voilà, exercice 3. Alors, exercice 3. Alors, on pousse très légèrement le glaçon qui est ici, au point A. Donc, on suppose que sa vitesse est nulle au départ. Le glaçon glisse sans frottement le long de la pente, qui est verglacée, donc il n'y a pas de frottement. Il atteint le bas de la pente, donc le point B, hein, qui, voilà, alors je ne le mets pas, bon, il est en bas de la feuille, hein, parce que, voilà. Le point B avec une vitesse VB, donc on étudie le mouvement du glaçon le long du trajet AB, établir l'expression de VB en fonction des constantes, hein, c'est-à-dire de H, de G, ce genre de trucs. Hein, voilà. On fera une étude énergétique du glaçon lors de la descente. Hein, ce n'est pas une étude dynamique avec les forces, hein, c'est une étude énergétique. Calculer VB. Très bien. Eh bien, donc exercice 3. Eh bien, donc, je vais appliquer le théorème de l'énergie mécanique. Donc, système glaçon. Référentiel terrestre
galiléen. BF, bilan des forces. Eh bien, il y a le poids, il n'y a pas de frottement. Et il y a la réaction du support. Ouais, alors ça, j'aurais dû mettre quelque chose sur la réaction du support. D'accord. Alors, donc, le poids, donc c'est une force conservative. Hein, force conservative. Et Rn, donc Rn, c'est la réaction du support. Donc là, on va faire un petit schéma quand même. Donc voilà, tac, hop, je le dessine ici. Le glaçon est comme ça. Le poids P. Voilà. Et la réaction du support qui est toujours perpendiculaire au déplacement. Rn. D'accord. Voilà. Donc théorème de l'énergie mécanique. Oui, alors donc on y va. Donc EM final, alors j'ai le point B, d'accord. EMB moins EM initial, c'est A, est égal à la somme des travaux, donc le long de la courbe AB. Courbe AB des forces extérieures. Voilà. Alors, excusez-moi, il faut bien rajouter non conservative. Hein. Voilà, puisque c'est le théorème de l'énergie mécanique, hein, non conservative, des forces non conservatives. Alors le poids est une force conservative, donc j'ai que Rn. Donc EMB moins EMA est égal au travail le long de la courbe AB de Rn. Alors j'aurais dû mettre dans l'énoncé, que ce travail est nul. Hein. Le travail de la réaction du support est nul. Alors pourquoi c'est nul? Parce que vous voyez, Rn est toujours perpendiculaire au déplacement. Hein, voilà. Donc quand le glaçon est ici, eh bien Rn est comme ceci, et il est perpendiculaire au déplacement, au petit déplacement. Donc à chaque instant, il est toujours perpendiculaire au déplacement. Donc le travail de cette force est nul, mais j'ai oublié de le mettre dans l'énoncé, j'aurais dû. Hein. Donc d'après l'énoncé, hein, c'est égal à 0. Voilà. Donc EMB moins EMA égale à 0 d'après l'énoncé. Hein. D'après l'énoncé. Donc du coup, EMB égale EMA. Voilà. Voilà. Alors maintenant, eh bien, on écrit l'énergie mécanique, ce que c'est EC plus EP. Donc ça fait ECB plus EPPB est égal à ECA plus EPPA. Ensuite, EC 1,5 de MV2, 1,5 de M VB carré plus MGZ pour B, MGZB, plus, alors ECA 1,5 de M VA carré, plus MGZA. Voilà. Alors je regarde ce que je peux simplifier, donc VB c'est ce que je cherche, donc VA c'est égal à 0, ZA c'est égal à H, hein, d'après le, hein, si on regarde ici, là, hein, voilà. ZA. Oui, alors là, ici on a Z égale 0, et puis voilà. Et puis l'axe des Z est vers le haut. Donc ZA ça fait H, et ZB bah, c'est tout en bas, donc ça fait 0. Donc du coup, attendez, je vais refaire ça comme ça. Voilà, comme ça. Alors du coup, 0, 0, donc j'ai, alors les M je peux les enlever, hein. M, 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 donc ça fait 1,5 de VB carré est égal à GH. Voilà, donc VB carré, bon, alors
VB carré, ça fait 2GH, et donc ça fait racine de 2GH. Racine de... Alors G, j'ai dit que ça valait combien? 10. H, 1,0. Donc ce qui fait racine de 20. VB égale, comment j'ai trouvé? Racine de 20, est-ce qu'il y a ce truc là? Racine de 20. C'est racine carrée, je vois pas. Ah oui, racine carrée de 20. Donc 4,5. 4,5 mètres par seconde. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait, c'est fait.